Bonjour à tous, bienvenue à cette webconférence intitulée Défi, réduire les phytos sans impacter sa marge. Je m'appelle Laurence Albert, je suis animatrice éco-phyto sur la région Bretagne et je joue le rôle de modérateur de cette conférence aujourd'hui. Cette conférence est organisée par l'Adage 35, par Éco-Phyto Défi et les chambres d'agriculture de Bretagne avec le soutien financier du PRDA. Au cours de cette présentation, nous allons tout d'abord vous présenter le réseau Défi, puis quelques résultats agronomiques avant de passer à des résultats économiques et de temps de travail. À l'issue de ces trois présentations, nous prendrons une séquence de questions-réponses. Puis nous accueillerons Julien Collin, un agriculteur d'un groupe Défi Ferme localisé à Bédé. Et nous prendrons ensuite encore une séance de questions-réponses si vous avez des questions à poser à Julien. Et nous présenterons quelques ressources Défi pour conclure. Il n'y a pas de chat au cours de cette conférence, donc si vous souhaitez interagir et poser vos questions, il faut envoyer un SMS au 06 11 77 82 70. C'est le numéro qui s'affiche en bas de chacune de vos diapositives. Sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Et pour cela, nous accueillons Mathilde Lefebvre, ingénieure territoriale Défi Ferme à l'Adage 35. Bienvenue Mathilde. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis effectivement ingénieure territoriale au sein du réseau Défi Ferme, c'est-à-dire que je joue un rôle de coordination et d'animation au sein de ce réseau pour la filière grande culture, polyculture, élevage et sur la région Bretagne et Normandie. Donc, le réseau Défi Ferme est un réseau de fermes volontaires pour éprouver, valoriser et déployer les techniques et les systèmes agricoles qui permettent de réduire l'usage des produits phytosanitaires tout en maintenant une performance sur les plans économiques, social et environnemental. En 2020, il y avait 130 groupes d'une dizaine de fermes en filière grande culture, polyculture, élevage, dont 9 groupes en Bretagne. Ces groupes sont animés par différentes structures, par exemple en Bretagne, par les CETA, par les chambres d'agriculture, par les CIVAM, par les coopératives comme le Gouesson. Sur cette carte, vous voyez la répartition des fermes, des groupes Défi en Bretagne. Et enfin, je vais terminer par quelques éléments de méthode pour que vous puissiez situer et comprendre les résultats, les analyses qui vont vous être présentées. Le réseau Défi Ferme repose sur un engagement des fermes à réduire l'usage des produits phytosanitaires et un engagement du réseau à accompagner ces fermes. Cet accompagnement, il se décline en un volet individuel et un volet collectif et il est réalisé par un ingénieur réseau. Cet ingénieur réseau réalise également chaque année une collecte de données sur les itinéraires techniques à l'échelle du système de culture. Qu'est-ce qu'un système de culture? C'est un ensemble cohérent et ordonné de techniques culturales qui sont mises en œuvre sur un lot de parcelles qui sont donc conduites de la même façon, selon les mêmes principes de gestion et avec les mêmes objectifs, et ceci sur plusieurs années. Par exemple, sur une ferme en bovin-lait en Bretagne, on peut trouver un système de culture en prairie permanente, ensemble cohérent, de parcelles gérées de la même façon avec des objectifs très très proches. Un second système de culture, par exemple avec des prairies temporaires de 3, 4, 5 ans en rotation avec un maïs et un blé. Et on peut enfin trouver un troisième système de culture avec du blé et du maïs qui sont en rotation. Sur cette ferme, il y aurait donc 3 systèmes de culture. Dans la suite des présentations, on va beaucoup reparler de cette échelle système de culture puisque les ingénieurs réseau et les personnes qui travaillent sur les fermes ont choisi d'étudier un système de culture et la plupart du temps, c'est le système de culture le plus consommateur en produits phytosanitaires qui a été travaillé et accompagné. Nous allons parler également dans la suite de cette présentation d'indice de fréquence de traitement, IFT. C'est un indicateur de suivi de l'utilisation de produits phytosanitaires. Il correspond au nombre de doses de référence qui sont appliquées par an et sur une surface donnée. Pour terminer ces éléments de méthode, je précise que nous allons évoquer dans la suite de la présentation un point initial qui correspond à une moyenne de 3 années qui précède l'entrée dans le réseau Défi. L'entrée dans le réseau Défi, en général, elle a eu lieu en 2010, 2011, 2012 ou 2016. Donc,
point initial, ce sont les 3 années qui précèdent cette entrée dans le réseau. Et ces éléments sont comparés à une moyenne triennale 2017, 2018, 2019. Merci Mathilde pour cette première présentation du réseau Défi Ferme. Nous allons maintenant passer aux résultats agronomiques. Pour ça, j'accueille Thibaut Perrard, stagiaire Défi sur la valorisation des données Défi Ferme, et David Bouillet, ingénieur territorial Défi Ferme à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Bonjour à tous, donc je suis Thibaut Perrard, je suis stagiaire au sein du projet Ecophyto et je travaille sur la valorisation des données Défi Ferme, polyculture élevage en Bretagne. Et je vais donc vous présenter les principaux résultats agronomiques qu'on a pu observer. Donc tout d'abord, un point sur l'échantillon. On a 71 exploitations en polyculture élevage qu'on a pu analyser, dont 2 en agriculture biologique et 7 en conversion sur la période. Donc pour chaque exploitation, on a un système de culture détaillé avec l'itinéraire technique, les intrants, les récoltes. On a 2 échelles d'analyse de données, une analyse agronomique avec 71 systèmes de culture et une analyse technico-économique avec 63 systèmes de culture analysés. Donc, tout d'abord, un point sur l'évolution de l'assolement des systèmes. Donc, toujours une comparaison entre l'état initial et la moyenne triennale 2017, 2018, 2019. Ici, on voit une nette diversification des cultures entre l'état initial et l'état final. On voit que la prédominance blé-maïs a pas mal réduit au profit d'autres cultures comme le colza, l'orge, mais surtout au profit de prairies temporaires et d'autres cultures diverses. Je vais parler des IFT. Donc pour comparer les IFT entre l'état initial et l'état final, on utilise ce qu'on appelle des boîtes à moustaches. C'est un outil qui permet de rapidement et facilement voir la moyenne grâce au petit losange au centre de la boîte, la médiane grâce à la barre horizontale, les quartiles grâce aux parois de la boîte, ce qui signifie que 50% des valeurs se trouvent à l'intérieur de la boîte, et un indice sur la dispersion des données avec les moustaches. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'entre l'état initial et l'état final, on a une baisse de plus de 20% de l'IFT total. Donc les systèmes bretons Défi ont réussi à baisser de 20% leur IFT totaux hors traitement de semences. Et ce qu'on peut apercevoir aussi, c'est une réduction de l'écart entre les valeurs extrêmes, donc une dispersion plus faible des données. Ici, on a séparé en deux groupes les systèmes bretons. Donc à gauche, on a un groupe qui n'a pas changé de rotation entre l'état initial et l'état final. Et à droite, un groupe qui, au contraire, a changé de type de rotation au cours du projet. Et c'est intéressant car on voit que la baisse d'IFT est différente entre les deux groupes. Elle atteint 30% pour les groupes qui ont changé de rotation et 17% pour les autres systèmes. Donc ces types de rotation, ça correspond pour 70% des systèmes à une augmentation significative de la part de prairies temporaires dans la Somme. Pour aller un peu plus dans le détail, donc ici est détaillé l'IFT herbicide. Donc ce qu'on observe, c'est globalement une stabilité de l'IFT herbicide entre l'état initial et l'état final. Cependant, on observe aussi une plus grande dispersion des valeurs. Donc ça, on peut l'interpréter en observant l'apparition de systèmes de plus en plus fragiles par rapport aux adventices, et à l'inverse de systèmes de plus en plus robustes qui, eux, ont pu réduire leurs IFT herbicides. Ensuite, on a les IFT hors herbicides. Alors ici, on voit une très nette baisse de cet IFT, avec une baisse de 45% et des valeurs moins dispersées. C'est un résultat très positif qui est notamment lié à l'introduction d'herbes dans les rotations et à des efforts particuliers sur le blé et le colza. Et je vais laisser David aller un peu plus dans le détail sur ce sujet.
Oui, bonjour, David Bouillet, donc je suis conseiller à la Chambre d'agriculture de Bretagne et puis je suis l'équivalent, l'homologue de Mathilde en tant qu'ingénieur territorial donc DEFI Ferme sur la filière grande culture, polyculture, élevage. Alors je vais aller un peu plus en profondeur maintenant que ce que nous a présenté Thibaut, c'est-à-dire qu'après de l'échelle système de culture, on va passer finalement aux composantes, donc les cultures qui composent ces systèmes. Et si on regarde par exemple le blé, qui va être une des cultures très très présentes dans les systèmes bretons suivis, on s'aperçoit qu'effectivement il y a une baisse de l'ordre de 15%, et de 14%, avec une réduction de la dispersion des valeurs. Donc l'effort est fait sur le blé. Si on regarde à côté le maïs, effectivement il y a aussi une baisse, donc de l'ordre de 10%. Si on poursuit sur les cultures suivantes, donc le colza, on va retrouver également une baisse de l'usage de produits phytosanitaires, donc de l'ordre de 13%. Et puis enfin, une culture qu'on trouve un peu moins présente, mais quand même ici et là, dans des systèmes de culture, l'orge d'hiver, on est de l'ordre de 10% de baisse d'IST. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, le travail réalisé par les agriculteurs a été fait sur l'ensemble des cultures présentes. Et donc c'est un travail finalement de fond qui a été réalisé pour chacune des cultures. Penchons-nous maintenant sur l'IFT, enfin sur le blé, plus précisément pour décortiquer ces IFT. Donc ce qu'on vous présente, c'est l'IFT herbicide du blé, et on s'aperçoit que si on avait une moyenne de baisse de l'IFT total de l'ordre de 14%, on s'aperçoit que finalement l'IFT de blé, lui, a fortement augmenté de l'ordre de 34%. Lié alors à deux éléments prégnants. Thibaut l'a dit tout à l'heure, c'est que des systèmes qui étaient déjà en maïs-blé en situation, on va dire, peu robuste, donc des rotations très courtes, et bien avec le temps, le salissement aidant ou renforçant, on va dire, la difficulté de maintenir, de contenir les populations d'adventices, eh bien on a effectivement une dégradation, donc l'obligation d'intervenir avec des stratégies plus lourdes. Et puis, autre élément qui peut expliquer, c'est qu'entre l'état initial et l'état final, finalement, il y a une période qui peut être plus ou moins assez longue, peut-être une dizaine d'années pour un certain nombre de systèmes. Et les stratégies finalement proposées, notamment par la distribution au niveau local, ont fortement évolué. Ainsi, si on regarde, on était dans un centre d'exploitation à un passage unique en sortie d'hiver avec une sulfonylurée, donc dans bon nombre d'exploitations il y a quelques années, et dans le mouvement, enfin, des événements locaux de résistance, des repérages de résistance ont fait qu'il y a une évolution de stratégie proposée par la distribution, et donc les agriculteurs finalement ont été quelque part dans l'obligation de prendre les stratégies qui étaient proposées, et donc on est passé maintenant finalement à un passage à l'automne, puis très fréquemment un passage au printemps en rattrapage ciblé, et ce qui fait que finalement ça contribue à augmenter les IFT, donc deux paramètres importants pour expliquer cette évolution des IFT herbicides des blés tendres bretons. Alors, maintenant, attachons-nous à regarder ce qui se passe du côté herbicide. Eh bien, pour qu'on ait une moyenne de 14%, s'il y a une hausse de 34% sur les herbicides, c'est qu'il y a une très très forte baisse sur les herbicides, et c'est bien le cas. Et là, on la voit, elle est très, très forte, très prégnante, très rapide, ce qui est relativement très intéressant pour créer des dynamiques de changement. Et là, on peut mettre en avant l'évolution très forte de la génétique depuis quelques années sur le blé, qui permet d'aujourd'hui d'avoir des profils de tolérance très intéressants, notamment vis-à-vis de la septoriose, mais pas que. Et puis aussi le fait d'accentuer, de créer une résistance plus forte dans les parcelles en ayant recours aux mélanges variétaux qui sont très fortement développés dans les parcelles. Et puis aussi, on trouve ici et là un certain nombre de retard de date de semis, de l'ordre de 5 jours, 10 jours certains, qui ont pris des habitudes effectivement et qui contribuent là aussi potentiellement à être un levier pour au final après avoir moins de pression et donc moindre recours à l'usage notamment de fongicides sur le blé. Il à noter aussi qu'en termes de régulation, il y a de moins en moins d'usage de régulateurs parce que la génétique a permis d'améliorer le profil vis-à-vis de l'averse. Ça, c'est le focus sur le blé. Qu'est-ce qu'il en est du côté du maïs en silage, alors qui est quand même aussi une des cultures très présentes dans les systèmes bretons? Eh bien, on s'aperçoit que finalement, il y a une baisse, certes, de l'usage de produits phytosanitaires, mais elle n'est pas si forte que ce qu'on aurait pu le penser. Elle est uniquement de 5%.
Alors sur une culture qui n'était pas non plus la plus consommatrice au départ, mais c'est là aussi le reflet de deux éléments. D'un côté, certes, une dynamique autour du développement du désherbage mécanique qu'on retrouve ici et là, notamment par l'acquisition en propre ou par des CUMA, notamment ou ETA, et qui ont permis effectivement de déploiement de cette technique dans les territoires. Mais en contrario aussi, on a, comme on l'a relevé tout à l'heure, des problèmes de rotation très courte en cohorte, avec un très fort salissement, et qui contribuent sur ces parcelles-là à avoir une stratégie plus lourde, donc plus consommatrice de produits phytosanitaires, notamment d'herbicides. Et donc voilà, ça vient finalement mettre un tampon par rapport à cette dynamique d'usage de réduction liée notamment au développement du désherbage mécanique. Donc voilà un peu quelle était la situation de ces deux cultures principales pour la réduction d'usage des produits. Merci beaucoup David et Thibault pour cette présentation des résultats agronomiques. Je propose de laisser la parole à Mathilde Lefebvre de nouveau pour nous présenter les résultats économiques et les résultats liés au temps de travail. Les résultats en termes d'évolution d'IFT sont très attendus et nous intéressent beaucoup pour pouvoir identifier quels sont les leviers agronomiques sur lesquels se sont appuyées les personnes qui travaillent sur les fermes défis et comment ils et elles ont pu faire bouger les IFT. Il est très important pour l'ensemble du réseau et on le sait pour l'ensemble aussi du monde agricole de ne pas perdre de vue les aspects de performance économique, sociale, environnementale au sens plus large. Et donc, je vous présente quelques éléments qui sont des premiers éléments d'analyse et qui mériteront d'être détaillés et encore un peu plus explicatifs par des analyses qui vont venir. Donc, quelques éléments. Tout d'abord, pour vous resituer comment est-ce que ces résultats économiques sont construits, on va parler ici de marge semi-nette qu'on exprime en euros par hectare. On est toujours à l'échelle du système de culture et pas à l'échelle de la ferme. Et donc cette marge semi-nette, c'est la différence entre le produit du système de culture, les charges de mécanisation et les charges opérationnelles. Le produit, donc c'est la vente des récoltes du système de culture. On ne prend pas en compte les aides PAC et ce produit est construit sur la base de référentiels standardisés, millésimés et qui sont liés au mode de production, agriculture biologique ou agriculture conventionnelle. Donc le prix du quintal de blé est le même pour toutes les fermes. Les charges de mécanisation en euros par hectare incluent les coûts fixes, amortissement du matériel, par exemple, et coûts variables, consommation de carburant, réparation, entretien. Ces charges sont calculées à partir du BCMA, donc Bureau Agroéquipement de la PCA, et ces charges n'incluent pas les frais liés à la main-d'œuvre. Elles prennent en compte, par contre, le niveau d'utilisation du matériel et si ce matériel est mutualisé dans le cadre d'une ETA ou d'une CUMA. Les charges opérationnelles en euros par hectare incluent traditionnellement les semences et plants, les produits fertilisants minéraux et organiques, les traitements de semences et les plants, les produits phytosanitaires et autres intrants. Là aussi, des référentiels de prix sont standardisés et millésimés, liés au mode de production. Et donc, pour chaque ferme, c'est ce même référentiel qui est utilisé pour les produits et pour les charges. Si on regarde notre échantillon breton, on observe une évolution de marge semi-nette pour ces systèmes entre l'état initial et la moyenne 2017, 2018, 2019. En fait, une plutôt non-évolution, en tout cas une stabilisation. Et on va voir un peu plus tard que ce sont des résultats que l'on retrouve aussi au niveau national. Donc en fait, des évolutions de pratiques qui se traduisent par des évolutions d'IFT et qui se traduisent aussi par une stabilisation des marges. On ne voit pas ici d'impact à ce niveau-là. Si on sépare cet échantillon
comme l'a fait Thibaut tout à l'heure, entre les systèmes qui n'ont pas changé leur type de rotation et les systèmes qui ont changé leur type de rotation. On observe que les systèmes qui n'ont pas changé sont sur une stabilisation, voire une très légère baisse de leur marge, là où les systèmes qui ont changé ont plutôt une légère hausse. Donc voilà, ça laisse penser que ces changements de type de rotation, ces évolutions vers un IFT plus faible, n'impactent pas la marge au sens négatif, mais voire pourraient constituer peut-être un bonus. Au niveau national, on a pu, sur la base d'un échantillon qui est donc 10 fois supérieur, là on est à une échelle de 557 systèmes de culture, on a pu classer ces différents systèmes de culture en fonction de leur trajectoire d'évolution d'IFT. C'est ce qui est représenté avec des systèmes qui sont passés en conversion bio, des systèmes qui ont baissé de plus de 50% leur IFT, d'autres qui ont baissé entre 25 et 50%, et ainsi de suite, jusqu'à des systèmes qui ont augmenté leur IFT de 50%. Sur ce graphique-là, la représentation en histogramme montre l'évolution de la marge. Qu'est-ce qu'on constate? Que les marges sont en hausse pour les systèmes qui diminuent leur IFT. Ce sont tous les systèmes qui apparaissent sur votre gauche. Alors que pour les systèmes qui sont en hausse d'IFT, les marges sont plutôt à la baisse. Comment est-ce que ceci peut se comprendre et s'interpréter? Eh bien, a priori, pas au niveau des produits, puisqu'avec ce même mode de représentation par classe d'évolution d'IFT, on voit ici que les produits sont assez variables et qu'en tout cas, rien ne se dégage en termes d'évolution d'IFT et de lien avec l'évolution des produits. Par contre, si on regarde au niveau des charges totales, donc charges opérationnelles et charges de mécanisation, on observe quelque chose qui est très net, c'est que pour les systèmes qui baissent leur usage de produits phytosanitaires, cela semble se traduire par une baisse assez importante, jusqu'à 20% des charges. Alors que pour les systèmes qui sont avec un profil d'augmentation de l'IFT, on est plutôt sur une hausse de ces charges, de 5 à 10-15%. Maintenant, je vous présente un graphique qui s'intéresse à l'évolution du temps de travail à l'échelle de ces systèmes de culture. On a regardé cet indicateur et ce que l'on constate, c'est que pour l'échantillon breton, donc 63 systèmes de culture, cela se traduit par une légère hausse en temps de travail. On passe de 5,7 heures par hectare et par an à 6,3. Et il nous semble qu'on peut mettre en lien cette légère hausse de temps de travail avec le reflet peut-être de l'intégration d'herbes qui va engager différentes opérations de récolte, en tout cas une multiplication des opérations de récolte. Et on peut peut-être aussi mettre en lien cette augmentation de temps de travail avec les dynamiques d'apprentissage sur le désherbage mécanique. En tout cas, on ne peut pas mettre en lien cette hausse du temps de travail avec une augmentation du labour, puisque si on regarde cet aspect-là, et donc sur le graphique de gauche, les histogrammes empilés vous montrent la répartition des 63 systèmes de culture dans différentes classes de recours au labour. En bleu, à la base, les systèmes qui étaient en labour systématique, puis labour fréquent, labour occasionnel et système en technique culturale simplifiée. On voit que le labour systématique a énormément reculé dans cet échantillon-là, au profit d'un labour fréquent ou d'un labour occasionnel. Voilà. Et bah, du coup, merci David, merci Mathilde et merci Thibaut pour cette première présentation des résultats agronomiques mais aussi technico-économiques autour du réseau DEFI en Bretagne. Je vous propose de passer à une première séance de questions sur cette première partie. Du coup, Anne-Valérie, avons-nous des questions?
Alors, sur la diapo 19, est-ce que les retards de semis n'ont pas eu d'impact positif pour la gestion des adventices ? Ça fait partie des hypothèses effectivement qui sont posées, c'est-à-dire que c'est un levier supplémentaire dont on sait qu'effectivement il permettrait peut-être une meilleure gestion. C'est vrai que les hivers sont de moins en moins quand même forts. On est quand même sur des hivers ces dernières années qui sont relativement doux, dont on sait que c'est plutôt les gels précoces qui peuvent effectivement avoir un effet et permettre peut-être de réguler certains profils d'adventices. Je pense notamment peut-être aux graminées. Mais en tout cas, c'est la combinaison de leviers qui permet au final de potentiellement réduire, et là en l'occurrence je pense pas que par rapport aux adventices ça reste suffisamment significatif et fort pour permettre d'être un levier efficace. Merci David pour ces précisions. Alors une autre question, l'évolution des marges en euros par hectare, on parle d'hectares de céréales du SDC ou de hectares totaux céréales plus prairies du SDC? On est bien à l'échelle du système de culture. Donc effectivement, on est sur des systèmes de culture qui ont vu la part de céréales à paille et de maïs réduire sur le laps de temps qui est étudié. Et on est bien à cette échelle-là dans nos analyses de marge, de produits et de charges. Une troisième question. Est-il possible de se passer de glyphosate dans la perspective de 2023 ? Alors, il existe déjà un certain nombre de systèmes qui n'utilisent pas de glyphosate. Ça, c'est déjà le point de départ, notamment dans le nombre d'exploitations laitières qu'on peut suivre. Il y a quasiment pas de recours, voire très ponctuel. Donc, pour ces profils-là, ça constituerait pas une grosse évolution. Alors, il est vrai que pour d'autres systèmes, bien entendu, là où il n'y a pas notamment de culture pérenne, de culture nettoyante, avec des rotations qui sont peut-être courtes, voire exclusivement avec par exemple des cultures plutôt d'automne, eh bien là on pourrait avoir effectivement une pression. Et aujourd'hui, on a forcément besoin d'un recours chimique pour gérer ces rotations-là parce qu'elles sont trop robustes. Et donc le glyphosate fait partie de la panoplie des outils à disposition d'un agriculteur. Mais il est vrai que de toute façon, on voit bien que sur la gestion des herbicides, enfin la gestion des adventices, le moindre recours aux solutions herbicides ne pourra passer que par une évolution des rotations, l'introduction si possible de cultures nettoyantes. Et donc ce sont des éléments qui ne se font pas qu'à l'échelle d'une exploitation, ce sont aussi à l'échelle de filière, à l'échelle de territoire. Et donc il faudra pouvoir appuyer les agriculteurs pour aller dans ce sens-là, quoi. Eh bien, merci David pour ces précisions. Nous n'avons plus d'autres questions. Je vous propose du coup de passer à la séquence suivante de cette présentation, qui est le témoignage de Julien Collin, un agriculteur du groupe Défi Ferme situé à Bédé en Ille-et-Vilaine, qui va être interviewé du coup par David Bouillet. Et à l'issue de ce témoignage, nous prendrons de nouveau une séquence de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions par SMS qu'on pourra retranscrire à Julien après. Eh bien, merci. Donc bonjour Julien, merci d'être présent à nos côtés ce matin pour ce webinaire. La première question qui me vient évidemment, c'est peux-tu te présenter rapidement, s'il te plaît? Donc moi c'est Julien Collin, donc je suis en GAEC avec 3 associés, mes parents et un oncle, sur Bédé, en élevage laitier, culture et canard de chair. Donc on a 800 000 litres de lait et 145 hectares de culture. Avec une particularité, c'est qu'on a 2 sites d'exploitation distants de 30 km. Donc c'était un GAEC familial, exclusivement familial, voilà.
Merci. Alors, pourquoi avoir voulu intégrer un groupe défi en 2011 ? Donc j'ai intégré un groupe défi en 2011 parce que j'ai contracté une MAE, réduction réduction de phyto, et du coup pourquoi l'avoir intégré, c'était aussi pour me permettre d'échanger avec d'autres agriculteurs, d'avoir des références et de se rassurer un peu sur mes pratiques, et puis permettre de continuer à baisser ces IFT. Donc ça c'est ce que tu as espéré avoir effectivement, et donc tu parlais d'échange. Est-ce que tu as trouvé également autre chose dans ce collectif ? J'ai trouvé de l'échange, mais aussi on a pu regarder et travailler sur différentes pratiques, échanger entre nous agriculteurs, voir ce qui était fait chez les uns ou chez les autres, et pour pouvoir intégrer ou faire des essais sur mon exploitation. Pour intégrer d'autres pratiques comme par exemple le mélange variétal sur les cultures de blé par exemple pour réduire la pression maladie par exemple, mais aussi d'autres aspects comme le désherbage mécanique sur le maïs par exemple. Tout ça en échangeant et en se rassurant aussi avec le témoignage de d'autres agriculteurs. Tu ouvres la voie là, du désherbage mécanique. Comment ça s'est passé du coup dans votre exploitation ? Alors sur mon exploitation, on a fait le choix de passer au désherbage mécanique dans un premier temps en CUMA. Donc nous c'était pour exclusivement une bineuse sur le maïs. On a fait le choix d'investir dans une bineuse parce qu'en CUMA c'était très compliqué de pouvoir avoir la disponibilité du matériel. Parce qu'un binage, il y a un créneau qui est assez court pour le faire par rapport au développement du maïs. Donc on a fait le choix, nous, d'investir dans une bineuse pour pouvoir justement pouvoir pratiquer ce binage dans de bonnes conditions, au bon stade, au bon moment. Le changement de pratique peut amener des craintes. Est-ce qu'il y a eu des freins qu'il a fallu surmonter à titre individuel, et qu'est-ce qui t'a permis justement de le faire ? Alors, il y a des freins, ça c'est sûr, notamment pour le salissement du blé par exemple. Aujourd'hui, des repousses de mauvaises herbes dans le blé par exemple, du moment qu'il n'a pas d'impact sur le rendement, ne me gêne absolument pas. Certes, ça fait peut-être pas propre des fois, mais bon, après, tant que ça n'impacte pas le rendement, pour moi, c'est pas un problème. Et après, on a justement changé un peu nos pratiques aussi. On cherche pas forcément du 100 quintaux hectare. On sait que nos potentiels de terre, c'est plutôt du 80 quintaux. Et on met les amendements pour du 80 quintaux et en faisant ce mélange de variétés, justement, par exemple, au lieu d'être à 3 fongis quand j'ai commencé, maintenant on n'est plus qu'à 1 voire 2 fongis sur le blé. Alors comment ça se répercute sur le volet économique, ça ? Sur le volet économique, justement, comme on a pu le voir tout à l'heure, on a augmenté nos marges tout en maîtrisant les coûts de production en fait. Par rapport au binage par exemple, c'est du temps à passer un petit peu, mais économiquement derrière on s'y retrouve parce que on a comme on le dit souvent, un binage vaut 2 arrosages, et chez nous on a pu le constater aussi que le fait de faire un binage nous a permis d'augmenter les rendements. C'est un petit peu de temps à passer, mais derrière économiquement on s'y retrouve. Quels sont vos projets à venir après déjà ces efforts qui ont été réalisés depuis ces quelques années ? Les projets à venir, dans un premier temps, c'est le départ de mes parents qui est en retraite, donc dans 6 mois, donc ça va venir relativement vite. Après, les projets futurs, c'est continuer à réduire l'usage de phytosanitaires. Je l'ai pas dit, mais on a intégré des prairies temporaires pour pouvoir justement allonger les rotations. Donc c'est essayer de continuer à diversifier
l'assolement pour pouvoir réduire l'utilisation de ces phytos et augmenter l'autonomie alimentaire de l'exploitation. Alors une petite dernière question, du coup, tu viens nous partager ton expérience, mais du coup, quel conseil pourrais-tu donner aux agriculteurs hésitants qui nous écoutent ce matin? Faut pas hésiter à aller dans des groupes justement pour pouvoir échanger sur les différentes façons de faire de chacun, parce que c'est en échangeant entre nous lors de journées techniques qu'on voit vraiment les évolutions ou ce qu'il est possible de faire. C'est visiter et se rassurer justement en essayant d'aller voir et aller au contact d'autres personnes, d'autres systèmes pour pouvoir se faire son idée et puis ne pas hésiter à essayer des choses chez soi. Voilà. Eh bien, merci Julien pour ce témoignage et puis je te souhaite bon vent pour la suite alors. Merci. Et du coup, on a le temps pour prendre quelques petites questions qui seraient adressées plus à Julien. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé pour changer vos pratiques vis-à-vis des phytos? Quel est votre objectif? Alors l'objectif, ce qui m'a motivé, c'est l'utilisation des phytos. On sait que c'est pas ce qu'il y a de mieux sociétalement non plus. Donc pour ma part, moins j'utilise de phytos, mieux je me porte. Donc c'est pour ça que je me suis engagé dans cette voie-là. Voilà, c'est pour ça. Et puis économiquement, on sait qu'on s'y retrouve aussi. Donc c'est aussi intéressant pour nous, quoi. Enfin pour moi. Autre question, est-ce difficile de faire du désherbage mécanique? Faut-il une formation? Alors le désherbage mécanique, c'est pas forcément compliqué. C'est pareil, c'est dans l'échange qu'on voit des informations, qu'on se forme en fait. Et pour ma part, ça n'a pas été très très compliqué. Voilà, je suis allé voir, j'ai essayé, et puis de fil en aiguille, au fur et à mesure, on essaye, et puis on voit que ça fonctionne. Donc voilà, c'est des challenges un petit peu, et puis voilà. Alors, troisième question, quelle est votre gestion des rotations culturales pour limiter les phytos, Adventis? Bien, pour limiter l'utilisation des phytos, c'est l'allongement des rotations. Nous, aujourd'hui, on a intégré dans nos rotations, avant on était exclusivement maïs-blé pour une partie, et pour régler ce problème un petit peu, pour en tout cas limiter ça, on a intégré donc le régras italien trèfle pour une durée de 18 mois en fait, ce qui nous permet d'une part d'allonger la rotation et en même temps d'augmenter l'autonomie alimentaire et de réintégrer une plus grande part d'herbe dans l'alimentation des animaux, ce qui n'était plus le cas forcément avant. Autre question, combien de temps estimes-tu pour te former et échanger en groupe? Alors le temps, c'est, je dirais, c'est pas forcément évident à estimer, mais on va dire, nous, déjà c'est, on va dire une semaine à 10 jours de formation, d'échange, mais c'est pas 10 jours à suivre, quoi. Ça peut être une demi-journée par-ci, Votre réunion va prendre fin dans 10 minutes. Voilà, c'est... Pour moi, c'est pas une contrainte d'aller voir les gens et d'expliquer ou de voir ce que je fais ou ce que je peux apprendre. Au contraire, c'est l'échange et c'est toujours important. Une dernière question. Que vous disent vos voisins agriculteurs en voyant vos parcelles dites pas très propres? Après, dites pas très propres, y en a qui vont... voilà, c'est surtout les anciens en fait. Qui voient ça et qui disent ton blé est pas très propre. Mais quand on explique les choses et qu'on voit que les rendements sont là et que ça n'impacte pas le rendement, qu'on explique les choses, ça peut faire émerger des solutions, quoi. Enfin, changer le regard de l'agriculteur ou du professionnel, de l'ancien professionnel, on va dire. Et c'est vrai que les anciens, il est sale ton blé, oui, mais il me coûte moins cher. Donc voilà. Encore une
a le temps pour une dernière. Les années où pas possible de faire de désherbage mécanique, n'y a-t-il pas une consommation augmentée de phyto par rapport à une conduite classique? Ça impacte fortement l'IFT du sec. Alors chez moi, je parle plus le blé parce que c'est plus le maïs pardon parce que c'est vraiment la plus parlante pour moi. Mais aujourd'hui, je fais un désherbage chimique, on va dire à 4-5 feuilles. Donc il y a déjà des mauvaises herbes qui sont développées. On fait un premier nettoyage et normalement les années compliquées, le maïs malgré tout. Après, il faut choisir les variétés avec une bonne vigueur de départ et un bon étalement de la plante, ce qui fait qu'on arrive à une couverture des rangs et derrière les mauvaises herbes ne poussent plus ou presque plus, et ça c'est pareil, c'est comme le blé quand on va dedans, certes on voit quelques repousses de mauvaises herbes mais c'est pas impactant pour le rendement, donc pour moi c'est pas gênant. Donc une année sèche ou humide, on arrive à faire, quoi qu'il arrive, ça n'a pas fait une augmentation des IFT forcément, que ce soit en blé ou en maïs. Merci beaucoup pour ce témoignage, merci pour toutes vos questions. Vous pouvez essayer d'en poser encore par la suite, on y répondra a posteriori de cette conférence. Je vous propose de passer à la dernière partie de cette conférence, qui consiste à vous présenter quelques ressources défis si vous souhaitez en savoir plus. Donc tout d'abord, il y a le site Ecophytopic qui regroupe l'ensemble des résultats issus de défis fermes, mais pas seulement. Ça regroupe aussi l'ensemble des résultats qui sont issus du projet Ecophyto, donc sur des thématiques très variées, que ce soit des thématiques de recherche et d'expérimentation comme les résultats de défis XP, mais aussi des résultats et des informations autour du glyphosate, autour de la santé humaine, des informations si on veut réfléchir à sa reconception de système, et plein d'autres ressources. Je vous invite vraiment à le visiter. Il y a également 2 colloques défis fermes qui ont été organisés en 2021 et qui sont revisionnables sur Internet, tels que le colloque national défis de la filière grande culture, polyculture, élevage au niveau national. Donc il présente les résultats issus de cette filière, mais à l'échelle de la France. Et il y a également le colloque métier qui s'est tenu en juin dernier, qui s'intitulait « Accompagner la réduction d'usage des phytos, tout un métier ». Et là, on est plutôt sur l'aspect accompagnement des agriculteurs, quelle posture de l'animateur pour accompagner agriculteurs et agricultrices dans la réduction de l'usage des produits phytosanitaires. Et enfin, nous avons le plaisir de vous inviter au colloque régional défi grande culture, polyculture, élevage, qui se tiendra le 17 décembre prochain en Centre-Bretagne. Au programme de ce colloque régional, sur une journée, nous détaillerons plus en détail les résultats technico-économiques et agronomiques présentés ce matin, mais vraiment plus détaillés. Nous accueillerons aussi des témoignages d'agriculteurs et d'animateurs qui échangeront sur les apports et les enrichissements qu'ils ont pu trouver au sein des groupes défis fermes. Et puis nous échangerons plus globalement sur les accompagnements possibles pour réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Et en fait, cette journée se veut aussi un lieu d'échange pour que tout le monde puisse se retrouver et échanger autour de cette thématique. Nous vous attendons donc nombreux et nombreuses à cette journée. Nous arrivons donc à la fin de cette conférence. Je tiens à remercier l'ensemble des participants, donc que ce soit David, Mathilde, Thibaut ou Julien. Merci beaucoup et merci à vous de l'autre côté de l'écran pour nous avoir suivis. Vous recevrez prochainement un questionnaire de satisfaction et également un lien si vous souhaitez voir en replay cette conférence.